Alors, nous allons passer à notre grand sujet principal. Alors, je voudrais quand même prévenir les auditeurs qu'il faut qu'ils soient indulgents ce soir parce que nous sommes en régime d'été, ce qui veut dire que malheureusement nous avons peu de personnes qui se dévouent qui puissent se dévouer pour répondre au téléphone. Donc, s'ils peuvent privilégier l'envoi de courriel ou de fax, nous leur en serons extrêmement reconnaissants. N'est-ce pas, Lydie? Oui, nous comptons vraiment sur leur compréhension parce que c'est vrai que ce soir, nous sommes... Voilà, nous sommes en mobilité et en équipe réduite. Ce qui ne va pas nous empêcher d'ailleurs de nous plonger dans un sujet passionnant, donc qui est aux sources de la résistance. Alors pour cela, j'ai invité François Marin-Floteau. François Marin-Floteau, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'auteur d'un superbe ouvrage que j'avais beaucoup apprécié quand il est paru. Je crois que vous étiez venu en parler ici d'ailleurs. Tout à fait, oui, plusieurs fois. Plusieurs fois, et qui était chez Flammarion, édité chez Flammarion. Et je l'ai rouvert avec un plaisir énorme, bien que ce soit évidemment une période dure, puisqu'il s'agit de la résistance, de l'occupation. Mais je dois dire qu'il donne un éclairage particulier à cette résistance. Et d'ailleurs, ça n'a rien d'étonnant, mais notre ami François-Georges Dreyfus, que vous appréciez beaucoup, malheureusement qui n'est plus là, et qui est beaucoup intervenu à cette émission du lundi soir précisément, écrit dans son ouvrage en parlant des jeunes résistants et des gens qui se sont tout de suite engagés dans la résistance. Il dit que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment d'opinion politique forcément tranchée. C'était des gens qui avaient une réaction, ils défendaient la terre de leur père, voilà, c'était ça, contre l'occupant. Mais il ajoute, et c'est ça que j'aime beaucoup, ceux qui ont une option politique seraient plutôt, 3 petits points, de droite, quand ils ne sont pas franchement d'Action française. Entre parenthèses, le colonel Rémy d'Estienne-Dorf, dont nous allons parler avec vous, bien sûr. Tout cela s'explique fort bien à qui relie l'appel du général lui-même. Alors, je m'arrête là parce que vous allez en parler, vous, du général tout à l'heure, c'est très intéressant. Général de Gaulle, bien entendu. Et donc, avant de vous passer la parole, François Marin-Floteau, je vais lire un tout petit bout de votre ouvrage et je signalerai à nos auditeurs que, vers 8h, vers 20h, nous aurons au téléphone quelqu'un qui connaisse bien également, qui est André Pertusio, qui a été un témoin et un acteur, lui, de la naissance, et témoin en même temps de la naissance de la résistance en France. Donc, il nous racontera son expérience, ce qu'il a vécu. Alors, vous écrivez en page 10 de votre ouvrage, « Les royalistes sont tous issus de l'histoire de France ». Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Des royalistes dans les résistances » chez Flammarion. Les royalistes sont issus de l'histoire de France. Plus, sans doute, que d'autres familles de pensée, ils ont de fortes raisons de s'opposer à la déferlante totalitaire. Il ne s'agira pas ici d'expliquer ce qu'ont été ces raisons. Il importe pourtant de savoir qu'ils n'ont pas attendu la guerre pour dénoncer ce qui se passait en Allemagne. Dès 1933, plusieurs ont vigoureusement donné l'alerte, et j'ajoute Maurras en tête, qui a dénoncé, qui a alerté l'opinion, a essayé d'alerter les politiques et l'opinion publique française lors de la parution de Mein Kampf. Enfin, c'est même plus important que ça, il a fait traduire contre vents et marées, il a réussi à faire traduire Mein Kampf en français, qui est sorti, si mes souvenirs sont bons, en 1934, pour alerter l'opinion publique française. Ouvrage qui a été préfacé d'une simple phrase du maréchal Lyautey. Il faut que tous les Français lisent ce livre. Voilà. Et c'est pas du tout pour faire l'apologie du nazisme. Bien sûr que non, au contraire. Surtout de la part du maréchal Lyautey, mais c'était pour qu'effectivement les Français se rendent compte, avant qu'il soit trop tard, de la catastrophe qui arrivait. Il y a un autre personnage que je commence mon livre avec ce personnage-là parce qu'il est peu connu, c'est Xavier de Haute-Clotte, qui est un cousin du futur maréchal Leclerc, qui dénonce dans Gringoire à plusieurs reprises. Et il connaît bien l'Allemagne parce que les premiers voyages qu'il fait, il y va plutôt, comme beaucoup de gens de droite, avec un élan de sympathie. Voyant plutôt de sympathie de ces gens qui se lèvent contre le communisme. Oui, c'est ça, mais bien sûr. Pour l'ordre, c'est sous cet angle-là. Que les gens, on ne sait pas la doctrine nazie à l'époque. Bien sûr, on ne la connaît pas vraiment. Hein. Et donc il va en Allemagne plutôt, et il repart absolument terrifié.
terrifié et il est retourné jusqu'à la fin, puisque son dernier voyage, il le fait sur la frontière de la Sarre, et malheureusement, il attrape une grave maladie et il meurt assez vite. Mais Alors, Xavier de Haute-Cloque, donc la famille de Haute-Cloque, oui, que dire de la famille de Haute-Cloque Je crois que tout le monde a en mémoire l'épopée oui, bien sûr. du maréchal Leclerc qui rejoint, malgré, il était père de famille, ne l'oublions pas, Oui. il quitte quand même la France, il va en Angleterre et il va se battre d'une façon héroïque pour l'honneur de l'armée, en fait, et pour l'honneur de la France. Et lui, par exemple, on disait, sur ce que disait Georges Dreyfus, pas forcément avec l'idée, lui, il est anti-nazi. Oui, il est anti-nazi. Mais de toute façon, bon, enfin, on sait très bien que c'était pas très facile à l'époque, en 33-34, je parle de connaître, parce que d'abord les camps commençaient juste à s'ouvrir. Le premier camp s'ouvre vers 33-34. Oui, c'est Dachau 34. Et les premiers Donc, internés sont des catholiques bien royalistes sûr, et bien des sûr, communistes. bien Vu sûr. que ce qu'on oublie, parce qu'on parle toujours de la Bavière, mais la Bavière est le premier et le seul Länder qui refuse d'appliquer les lois nazies, les lois fédérales nazies. Et Hitler explique que s'ils ne les appliquent pas, ils enverront les SS. Oui, alors en Bavière, c'est effectivement particulier, puisque d'abord la Bavière a toujours été à part. Bon, elle a toujours eu une attitude à part en Europe et en Allemagne, mais surtout, non seulement il y a la réaction populaire bavaroise, mais il y a aussi quelqu'un qui n'est plus roi, puisque les rois ont été détrônés en 18, mais qui est extrêmement apprécié et qui va mener quand même la résistance, d'une certaine manière, la résistance aux nazis, c'est le prince Ruprecht, c'est le prince héritier. Et ce prince héritier, lui, il fera beaucoup justement contre le nazisme. Alors il va être très lié avec Pie XII. Et ils sont du même avis. Il faut savoir que Pie XII, dès cette époque-là, considère que Hitler, c'est le diable. Donc, alors qu'on a dit des tas de choses horribles sur lui par la suite, mais déjà là, on trouve des témoignages qui sont. Donc, tout ça pour dire que effectivement, Maurras devait être quand même bien informé pour savoir qu'il fallait faire traduire Mein Kampf et alerter les Français. Et si dans la doctrine de Maurras, on trouve par désir d'ordre une certaine apologie à certains moments de quelques, je dirais, dictateurs, celui qui apparaîtrait le plus proche aux Maurassiens, c'est Salazar, oui, bien sûr, suivi par Franco, suivi très loin derrière par Mussolini et encore moins. Mais absolument jamais par Hitler. Oui, d'autant que Maurras est quand même un anti-germanique, beaucoup de choses. Il est né 2 ans avant la guerre de 70 et il a vécu enfant, mais ses parents lui en ont parlé. Il a été élevé dans cette idée de la revanche de toute façon. Et donc, je crois pas qu'on puisse accuser les Maurassiens, enfin Maurras et les Maurassiens conséquents, d'une quelconque adhésion au nazisme. Non. À une société d'ordre un peu conservateur, certes, oui, bien sûr. c'est la doctrine maurassienne, mais sûrement pas une apologie des racialistes ou etc. Sûrement pas. Ça, mais alors, il n'y a pas la moindre. Je crois que là-dessus, chez les Maurassiens, je sais bien qu'il y en a un certain nombre, malheureusement, qui vont se retrouver drainés par Darnan, l'AEF et attaquer le Vercors et les Glières, mais c'est une partie qui s'est vraiment séparée, d'ailleurs souvent en condamnant Maurras, en s'appuyant sur le fameux livre Les Décombres de Rebatté. Mais alors oui, ce qu'il y a aussi, il faut voir une chose qui est importante quand même, c'est que tous ces hommes qui sont entraînés par des gens de gauche. Parce que ce sont d'anciens socialistes, voire communistes, qui les chefs de la milice, de la milice. Non, mais je parle de la milice, etc. Alors bon, on va pas écrit de livre sur la collaboration. Revenons aux sources, mon cher François. Alors, François Marin-Fleutot. Alors, qu'est-ce qui vous a au fond, j'en connais un peu la réponse, mais qu'est-ce qui vous a conduit à écrire cet ouvrage sur les royalistes dans la Résistance ? Ce qui m'a conduit, c'est que jeune étudiant, j'étais à l'Action française, je militais à l'Action française, et je me faisais traiter de nazi. Oh, ouais. Je ne vois. Alors moi, j'avais 20 ans.
pas forcément la culture pour pouvoir répondre à ce moment-là. Et j'ai commencé à chercher. J'ai trouvé effectivement assez rapidement. D'ailleurs, j'ai rencontré Bertrand Renouvin, qui est le fils d'un des principaux héros de la résistance, hein, même s'il n'y a pas de biographie sur lui, Oui, c'est vrai. paradoxalement. Et puis, petit à petit, j'ai croisé ou en discutant, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de royalistes de différentes sensibilités qui s'étaient engagés dans la résistance. Ouais, c'est ça. Et ce, dès le début. Et voilà. Ce, dès le début. On peut parler, le père du général de Gaulle, bien sûr, Henri de Gaulle, était royaliste. Et c'est vrai que de Gaulle, avant qu'il soit général, quand il était encore capitaine, a fait plusieurs conférences, 2 séries de conférences, dans le cadre des organismes parallèles à l'Action française, dans les années 30. Je ne dis pas que de Gaulle était ni maurassien ni royaliste, mais enfin, il avait les mains dans le cambouis. Oui, quand même, oui, c'est ça. Il avait largement les mains dans le cambouis et il a cessé d'être abonné à l'Action française à peu près dans les années 30. Voilà. Passons sur le général de Gaulle, qui est toujours sujet à discussion infinie. Prenons l'exemple des gens qui ont rejoint le général de Gaulle. Mais il y a des gens qui sont allés à Londres sans vouloir rejoindre particulièrement le général de Gaulle. Alors, il y a autour de lui, il n'y a pas que des royalistes. Hein. Je ne veux pas qu'on bien faire apparaître comme ça, comme s'il y avait que ça. Je prends par exemple Pierre Messmer. Oui. Pierre Messmer était camelot du roi jusqu'en 1939. Il a rejoint, il a volé un bateau, enfin il a détourné un bateau, il a piraté un bateau et il a rejoint. Je pense aussi à quelqu'un dont on oublie beaucoup, c'est de la Porte-des-Vaux. Ah oui. De la Porte-des-Vaux, qui est un marin qui a... C'est un marin qui est absolument remarquable, un ami de Georges Bernanos, qui d'ailleurs à Majorque, quand Bernanos avait dénoncé le franquisme, il devait faire une conférence, et la Porte-des-Vaux commandait un bateau, et il apprend que les franquistes veulent interdire la conférence de Bernanos. Et il dirige immédiatement tous ses canons de son bateau sur l'amirauté de Majorque et il envoie un message en disant « S'il arrive quoi que ce soit à Bernanos, je tire ». Évidemment, il ne s'est rien passé et on l'a laissé Bernanos faire sa conférence, sauf que le Front populaire a immédiatement mis 6 mois en caserné 6 mois la Porte-des-Vaux à la demande des franquistes. Ouais. Bon, c'est un exemple. Hein. Il y en aurait des milliers, des milliers, des milliers. Alors, cher François Marin-Flotteau, on va peut-être s'identifier. Oui, je vais rappeler à nos auditeurs qu'ils écoutent le libre journal d'Henri de Lesquen, que cette deuxième partie d'émission est dirigée par Dominique Paoli, qui a assisté de Lydie Cassarin-Grand, et nous avons le plaisir de recevoir François Marin-Flotteau pour nous parler de son ouvrage « Les royalistes dans la résistance ». Et le thème de cette deuxième partie d'émission est aux sources de la résistance. Et nous aurons au téléphone André Pertusio, oui, consultant international, conseiller honoraire du commerce extérieur de la France. Voilà. Alors, tout à l'heure, François Marin-Flotteau, vous pouviez peut-être nous lire, parce que puisqu'on en est à De Gaulle d'une certaine manière, ça tomberait bien, parce qu'après nous aurons André Pertusio au téléphone. Ça, c'est... j'ai longuement cherché dans la résistance. On oublie ou on ne connaît pas, on ne sait pas que l'Action française du juin 1940, que ça soit Maurras, Pujol et Daudet, ont fait des articles élogieux à la gloire du général de Gaulle. Je les cite dans mon livre, et j'ai été toujours un peu étonné de ne jamais retrouver dans la résistance cette chose. Or, j'ai retrouvé dernièrement sur Gallica, donc c'est une revue, c'est un bulletin de la résistance qui s'appelle La Vérité française, et à l'intérieur qui est fait par des royalistes. Cet article est signé Jean Chouan, c'est en fait Jean de Beaunois. Ah oui, fameux Jean Chouan, oui. Et il se déclare, donc il envoie dans le 3e numéro, il publie. C'est un journal qui est écrit et qui est clandestin, je précise bien, qui est clandestin. Il envoie un mot à son maître, Charles Maurras. Je vais simplement citer un tout petit morceau, parce que c'est là où il explique son engagement en fait. Quant au général de Gaulle,
Nous ne le connaissons, maître, que d'après vos écrits. Vous le jugiez précurseur, clairvoyant, ardent patriote, grand génie militaire. Peut-on jeter la pierre à ce bon soldat qui lutte encore pour son pays avec toute son énergie et toute sa science? Notre prestige aurait été ruiné là-bas si nous nous étions avoués complètement vaincus et si surtout les missions militaires italo-allemandes s'étaient manifestées un peu partout dans notre empire colonial comme le prétendait faire Hitler. Voilà, je sais cette petite citation. C'est pour montrer que les gens qui étaient vraiment des royalistes, d'ailleurs la famille de Launois a continué à l'être par la suite, la question ne se posait pas, hein, ce sont quand même des gens qui s'engagent avec ça. Alors il n'y a pas que des gens qui s'engagent avec le général de Gaulle. Non, c'est ça. Je vais prendre un autre exemple qui est le duc de Choiseul-Praslin. Oui. Le duc de Choiseul-Praslin, on imagine par le nom simplement tout ce que ça peut représenter comme histoire de France. Le vieux duc de Choiseul-Praslin est un des financiers de l'Action française, est un des financiers du bureau du comte de Paris, connaît très bien l'Action française dès l'origine. Et dès qu'il entend parler Pétain à la radio, il connaît Pétain, il l'a connu pendant la guerre 14-18, il dit « on est dans la merde », pardon du mot, mais c'est le mot qu'il dit. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il se rappelle Alors, on n'est pas obligé d'avoir son avis à lui, attendez, c'est bien son avis. Et donc immédiatement, il prend parti, il suit d'ailleurs un moment les très anti-maréchalistes, très anti-noirs, mais il est en France, il reste en France, et toute sa famille va rentrer dans la résistance. D'ailleurs, le 46e Choiseul-Praslin qui meurt pour la France, meurt le 6 août 45 dans la poche de La Rochelle. Alors rappelons qu'effectivement, il y a quand même beaucoup de personnes dans la résistance qui restaient fidèles au maréchal. Hein. Tout à fait. Il y a toute une partie de la résistance qui a été faite, ce que moi j'appelle dans les eaux de Vichy, mais c'est un jeu de mots, on entend comme ça. Mais vous avez à l'intérieur de l'armée énormément de gens, mais vous n'avez pas seulement à l'intérieur de l'armée, vous avez dans les chantiers de jeunesse le tout Uriage, hein, c'est Gonzague et etc. sont des royalistes ou des royalisants, enfin le reconnaissent dans leurs livres, c'est pas moi qui l'invente, hein, je me permettrai pas. Vous avez dans le mouvement Compagnon aussi la personne qui dirige le mouvement Compagnon, j'ai perdu le nom là, mais ça me reviendra peut-être, qui aussi se déclare tout à fait royaliste. Du mouvement Compagnon vont sortir les compagnons de la chanson, mais pas seulement, aussi le Festival d'Avignon. Oui, eh bien, il a bien changé, le Festival d'Avignon. Non, c'est pas eux qui font le Festival d'Avignon. Non, mais enfin... Par exemple, on retrouve dans le mouvement Compagnon Maurice Clavel, dont la pièce est jouée. C'est une des deux pièces qui est jouée au premier festival. Nous avons André Pertusio. Oui, au téléphone, de Radio Courtoisie. Voilà. André Pertusio, est-ce que vous m'entendez ? Eh bien, je vous entends. Et je vous entends aussi avec le plus grand plaisir. Eh bien, écoute, c'est une joie de vous entendre aussi. Alors, cher André Pertusio, vous avez vécu, vous, au jour le jour, je dirais, non seulement la naissance de la résistance, et ce sera vraiment d'un très grand intérêt pour les auditeurs de Radio Courtoisie, que vous nous expliquiez comment vous avez senti cette naissance de la résistance. Et ensuite, bien sûr, on sait que vous avez été un des acteurs de cette fameuse grande manifestation des lycéens et étudiants du 11 novembre 40 à l'Étoile contre l'occupant. Alors, on pourrait peut-être, si vous voulez bien, commencer par comment vous avez perçu cette naissance de la résistance. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu difficile d'abord parce que le terme de résistance lui-même n'a commencé à être connu et répandu qu'à partir de 1942. Mm-hmm. Puisque Marie-Madeleine Fourcade elle-même, la fameuse chef du réseau Alliance, disait qu'elle n'avait pas entendu parler de résistance auparavant, elle dirigeait un réseau de renseignement, et que la résistance est apparue vers la fin 1941, et surtout avec la nomination de Jean Moulin par le général de Gaulle comme son représentant pour coordonner les mouvements de résistance en zone non occupée. Bon, enfin, nous n'en sommes pas là. Comment est-ce que j'ai perçu cela au début ? Eh bien, voyez-vous, Maxime Tandon a écrit, il y a un peu plus de 2 ans, un livre, le 11 1900. Allô, vous m'entendez ? Oui, je vous entends, mais c'est un peu haché par moment. Bon, parce qu'il y a des petits trucs dans le téléphone. Enfin bref, peu importe.
Et, et Monsieur Marc Benamou a fait un film à partir du livre de Maxime Tandonnet, auquel j'avais un peu collaboré en lisant des renseignements. Et j'étais interviewé devant la caméra, et je dis que quiconque n'a pas vécu 1940 ne peut pas imaginer ce que cela a été. Il faut l'avoir vécu, et d'ailleurs d'autres que moi n'ont pas l'ont dit. C'est une sorte d'effondrement de tout ce que l'on croyait de l'atmosphère dans laquelle nous vivions et du pays aussi. Et j'ai expliqué que ce qui diffère beaucoup les jeunes Français de l'époque de maintenant, c'est l'univers mental dans lequel ils vivaient. Car les Français, c'était essentiellement les gens de la génération de 1914, les anciens combattants et leurs enfants. Et nous avons vécu dans cette atmosphère, l'atmosphère de la victoire, des poilus, de Verdun, en 1918, l'armée française, la première du monde, l'empire français sur lequel le soleil ne se couchait jamais. Ben, nous étions fiers d'être français, nous n'imaginions pas une seule seconde que cette France pouvait s'effondrer comme elle s'est effondrée en 5 semaines sous les coups de boutoir de l'armée allemande, et tout est parti en morceaux, y compris le régime politique. Si je peux... Alors, c'est ce qui fait tout de suite la différence dans l'appréciation de si vous voulez, la manière dont on a vécu l'événement et dont on le revoit dans l'histoire, voyez-vous. Oui, oui. Alors si je peux me permettre, c'est vrai qu'il y avait quand même déjà eu, mais enfin c'était bien antérieur, un effondrement en 70 à Sedan. Il y avait quand même eu de... Non, c'était quand même très relativement limité. Il n'y a pas eu un pays tout entier. Oui, bien sûr. Et qui s'est déversé sur la moitié de l'autre. Par exemple, 10 millions de gens pris de panique qui se sont déversés dans le sud de la France. Ouais. C'était quelque chose d'insensé, et un gouvernement, des gens vraiment incapables de maîtriser non pas la situation. On n'avait jamais vu ça en France depuis très 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 longtemps. Même peut-être depuis Jeanne d'Arc. Oui, voilà, depuis Jeanne d'Arc. Mais on en revient toujours à Jeanne d'Arc, hein, avec cette année johannique. Eh oui, absolument. Oui, donc, vous avez eu... Alors, mais autour de vous, est-ce que vous avez senti les gens de votre génération qui s'engageaient, qui réagissaient assez rapidement? Bien sûr, parce que la réaction de la jeunesse nationaliste, et ça je vais revenir là-dessus, a été d'abord de stupeur, chagrin, et ensuite de colère contre le régime de la Troisième République, que tant la première résistance que le régime de Vichy ont rejeté totalement, et ne voulaient plus revoir venir. Et là, ils sont eu tort parce qu'il est revenu. Mais ça, c'est quand même une autre histoire, nous n'aurons pas le temps de parler aujourd'hui. Et beaucoup d'entre nous se sont engagés dès le début, comme par exemple Alain Griotret, qui a même pas 18 ans, a pris en main le réseau Orion, que lui a confié Henri Dacier de la Vigerie, avec Jean-Baptiste Biaxiou, Pascal Arrigui. Oui. Et cela m'amène à dire que les premiers résistants, ceux qui sont allés rejoindre De Gaulle, qui était un symbole, alors le général, lui, s'est placé sur un terrain politique, c'est tout à fait, c'est une autre affaire, mais tous ceux qui l'ont suivi sont des gens qui sont partis par pur patriotisme, et c'était tous des gens de droite, voire d'extrême droite. C'était tous des gens d'Action française ou d'anciens cagoulards. Voilà. Oui, c'est d'ailleurs quand dans son histoire de la résistance, François-Georges Dreyfus, dont j'ai lu un très bref passage tout à l'heure, effectivement a bien défini ce que vous êtes en train de nous dire. Hein. Absolument. D'ailleurs, si l'on prend pas tous les héros, que ce soit Duclos, le colonel Rémy, d'Étienne d'Or, tous ces gens venus de l'Action française, et que je ne citerai pas, ou alors d'autres venaient résolument des anciens, des réseaux Corvignol de Loustonneau-Laco, ou bien comme Duclos, qui fut un très grand résistant et l'un des premiers, le colonel Fourcault, enfin des gens comme ça. Et alors, c'est donc l'extrême droite, pour utiliser un langage d'aujourd'hui, oui, qui a fait la première résistance, et les premières résistances, c'était des gens comme ça. Au rebours de ce qu'a dit ensuite M. Chirac, qui disait qu'il n'avait
vu que les gens d'extrême droite, on n'en a pas vu beaucoup dans la résistance. Ouais, c'est très exactement le contraire. C'est un déni de réalité. Là, c'est un déni de réalité, très exactement comme les dernières déclarations de M. Hollande. Hollande, c'est pareil. Etc., concernant la race du Veldiv, etc. Enfin, tout ça, c'est de l'histoire, comment dirais-je, caricaturale, oui, caricaturale. revue et corrigée dans le sens que vous savez. Idéologique. Alors, nous avons donc dans le studio François Marin-Floteau qui a écrit un superbe ouvrage qui s'appelle Des royalistes dans la résistance, et ça a été publié aux éditions Flammarion. Je précise que le livre de François-Georges Dreyfus, Histoire de la résistance, lui a été publié aux éditions de Fallois. Oui. Alors, je pense que François Marin-Floteau serait heureux d'abord de vous saluer, bien entendu. Tout à fait. Et puis, serait heureux de vous poser une ou deux questions, certainement. Oui, il y a toujours dans la manifestation du 11 novembre... Allô, allô ? Oui, vous m'entendez ? Très mal. Dans la manifestation du 11 novembre, il y a toujours l'épée de Damoclès de Pierre Lescure. Vous voyez très bien de qui je veux parler. Oui, très bien. Hein, qui s'est emparé, le Parti communiste, qui représentait le Parti communiste, qui s'est emparé de la manifestation du 11 novembre dès 42, en prétendant que c'était le Parti communiste. Et ça a duré assez longtemps. Je sais très bien que c'est pas vrai, évidemment. Mais j'aimerais bien quand même, puisque c'est un vrai mensonge qui existait, qui était organisé pendant quasiment jusqu'en 1958, quand s'est créée l'association des anciens du 11 novembre. J'aimerais bien que vous en parliez un peu de ces choses-là. Eh bien, oui. En réalité, c'est François de Lescure que j'ai oui, pardon, excusez-moi, je me suis trompé de prénom. Avec lequel nous avons, je ne dis pas organisé la manifestation, parce que ce serait beaucoup trop dire, mais à la Corpo de droit, avec mon ami Jean Epstein-Langevin, qui était un véritable moteur en l'affaire, nous avons vu à plusieurs reprises François de Lescure, qui à l'époque était secrétaire général et président intérimaire de la Fédération des étudiants de Paris, et qui lui-même était président de la Corpo. Nous ne savions pas qu'il était communiste, il ne le saura vraiment qu'à la Libération il s'est inscrit au parti, et il laissera tomber la particule à ce moment-là, et Pierre Lescure, Canal+, on le sait par la suite. Alors, et bien évidemment, dès la Libération, de s'emparer du 11 novembre 1940. Ça, c'est certain. En réalité, si vous prenez la liste des 1200 étudiants qui ont été arrêtés et interrogés, il n'y a pas un seul communiste. Oui, à cette époque-là, ils avaient autre chose à faire, non ? Absolument. Non, les communistes à cette époque étaient les alliés des Allemands. Bien sûr. Il faut bien dire la vérité. Et ils cherchaient à faire reparaître l'humanité. Et oui, ils avaient obtenu l'autorisation d'ailleurs, lorsque en vertu des décrets d'Aladier interdisant l'humanité et le Parti communiste, les a fait arrêter. Alors inutile de dire que 48 heures après, les Allemands les ont fait libérer, mais le gouvernement français, qui n'était pas le gouvernement de Vichy, mais le dernier gouvernement de la Troisième République, a obtenu des Allemands que l'autorisation de faire reparaître l'humanité soit rapportée. En quoi d'ailleurs je trouve qu'ils ont eu tort, car il aurait été beaucoup plus difficile ensuite de se dédouaner lorsque l'Union soviétique est entrée en guerre, contre son gré d'ailleurs. Puis-je me permettre de vous poser une autre question ? Comment ? Puis-je me permettre de vous poser une autre question ? Oui, je vous en prie. Oui. Évidemment, après la débâcle l'action française devait être complètement éparpillée, surtout à Paris. Est-ce que il y a eu des chefs, enfin des chefs, pas les grands chefs qui étaient partis, mais locaux, qui ont appelé eux-mêmes à la résistance, pas la résistance, au défilé du 11 novembre ? Certainement. Certainement. Seulement, voyez-vous, je prends un exemple. Je m'en suis occupé avec Jean Epstein-Langevin, comme je viens de le dire, à la Corpo de droit. Mais il y avait des étudiants en droit qui n'étaient pas à la Corpo et qui ont été très actifs dans ce domaine, je ne l'ai appris que plus tard, notamment Alain Griotret, Leclerc. Et ça, je ne le savais pas. Et eux non plus n'étaient pas inscrits à la Corpo parce qu'il n'y avait aucune obligation d'inscription à la Corpo pour les étudiants en droit. Et nous ne savions pas non plus qu'il y aurait les lycées
de Paris qui organisait, parce que là on pouvait organiser à l'intérieur d'un lycée où l'on se voit pas tous les jours, on pouvait organiser quelque chose, ce que n'ont pas manqué de faire les lycéens. C'est la raison pour laquelle il y a eu une participation majoritaire, je dois dire, de lycéens à cette manifestation, plus pas les étudiants, et cela évidemment fait beaucoup de monde. Oui, oui, mais justement, alors il y a une espèce de mot d'ordre secret, je dirais, qui a circulé pour prévenir qu'il y aurait cette manifestation. À l'époque, il n'y avait aucun réseau social, il n'y avait pas Internet. Non, mais en fait, ce qui a, bon, d'abord, il y a eu la détestation de l'occupant, la fureur n'a pas d'être occupé, etc. Il y a eu des jeux et des bagarres au quartier latin, notamment au café d'Harcourt avec des Allemands, des officiers allemands. Il y avait un cinéma pour les soldats allemands qui se trouvait boulevard Saint-Michel, justement, et qui attirait non pas la fureur, non pas de ces jeunes gens que nous étions alors. Et il y a eu l'interdiction, surtout faite par les autorités d'occupation, de manifester, d'aller porter des fleurs, enfin bref, de fêter le 11 novembre 1940. Oui. Et tout naturellement, on dit, puisqu'on nous l'interdit, on va y aller. Bon. Et là, c'est à ce moment-là que des tracts ont commencé à circuler. Nous avons fait des tracts appelant à manifester. Je ne me souviens plus du texte exact, je ne l'ai plus dans la tête, mais enfin qui termine, tu iras déposer des fleurs sur la tombe du soldat inconnu, etc. Et c'est ainsi que de fil en aiguille, de bouche à oreille, tout s'est fait dans les facultés, dans les écoles préparatoires et dans les lycées. Ouais. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette manifestation a en quelque sorte tout de même un petit peu structuré un début de résistance chez les jeunes dans la jeune génération, parce qu'ils se sont retrouvés tous ensemble dans le... Est-ce que de là est né quelque chose de plus important? Écoutez, je ne le crois pas. Non. Je ne le crois pas. En fait, ce que pensaient les uns et les autres était déjà là. Hein. Ils n'avaient pas besoin d'être incités. Ensuite, le hasard fait les choses. Il y a ceux qui ont pu aller à Londres, ceux qui n'ont pas pu y aller, d'autres qui sont partis en Espagne. Moi-même, j'étais inscrit sur les listes de l'école des sciences politiques où il y avait un réseau où je faisais la préparation au concours des affaires étrangères. Je m'étais pour aller à Londres. Alors, parce que ils ont évacué par avion quelques jeunes gens. Bon, mon tour n'est jamais venu. J'ai ensuite essayé d'aller en Espagne à la suite d'un de mes amis qui a passé quelques mois au camp de Miranda, comme Jean Epstein Langevin d'ailleurs. Et j'ai failli aller avec son frère dans un convoi qu'il devait suivre. Je n'ai pas été prévenu à temps. Et voyez comment est le destin, puisque ce convoi a été dénoncé, qu'il y a eu une fusillade et le frère de mon ami a été tué. Et si j'avais été prévenu à temps, eh bien, mon Dieu, voilà. Nous n'aurions pas le bonheur de vous entendre aujourd'hui. Il y avait une grande part, n'a pas de part. Là-dedans, on était en relation avec une personne qui vous présentait à une autre, on entrait dans un réseau. Sinon, on ne le faisait pas. Prenez par exemple le cas du président Pompidou, qui n'avait jamais entendu parler de la résistance, et qui était professeur Henri IV tranquillement pendant toute l'occupation. C'est curieux quand même. Oui, voilà, c'est comme ça. Moi-même, j'étais en contact avec divers mouvements de résistance, j'ai fait un certain nombre de choses, mais rien qui ne soit vraiment digne de comment dirais-je, d'un mérite quelconque. Enfin, vous avez quand même pris des risques. J'ai fait des choses comme ça, mais enfin, c'est pas grand-chose. Vous avez quand même pris des risques. Comment? Vous avez pris des risques quand même. Oui, tout le monde prenait des risques, c'est évident. Seulement, en réalité, vous savez, et ça c'est l'histoire, n'a pas de toutes les guerres, de toutes les périodes troublées, il ne fallait pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Au mauvais moment. Ouais, voilà. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que nous allons nous identifier, André Pertusio, comme nous avons le devoir. Vous écoutez le libre journal d'Henri de Lesquen. Cette deuxième partie d'émission est dirigée par Dominique Paoli, assisté de Lydie Cassarin-Grand.
Au téléphone, chers auditeurs, vous écoutez André Pertusio, consultant international, conseiller honoraire du commerce extérieur de la France, pour parler du thème d'ailleurs de son ouvrage. Non, alors François Marin-Fleuteau. Voilà, je vais citer les ouvrages qui font le support de cette deuxième partie d'émission. Donc, nous parlons de la résistance française, des royalistes dans la résistance. Et auprès de nous, nous avons François Marin-Fleuteau, auteur de Les royalistes dans la résistance, qui paraît aux éditions Flammarion. Et donc, voilà, nous espérons avoir quelques messages de nos auditeurs et de préférence par fax ou bien par courriel. Voilà, très bien. Merci Lydie. Alors, donc, André Pertusio, est-ce que vous avez eu le sentiment que ces réseaux, toutes ces aides, tout ce côté secret mettait quand même pas mal de temps à se constituer? Eh bien, ils se sont constitués au fur et à mesure, depuis la fin de l'année 1940 jusqu'à la fin de 1941. Et c'était, comme le dit Henri Freinet, un foisonnement de réseaux de renseignement dont les uns étaient directement rattachés au BCRA gaulliste, beaucoup à l'Intelligence Service, comme le réseau Alliance par exemple, d'autres au SOE, les Special Operation Executive de Buckmaster, ce qui fut le cas par exemple, je crois, du réseau Jada Micol. Il y avait mais énormément pas de réseaux. Oui, il y avait beaucoup de petits. Un véritable foisonnement, sans beaucoup de liaisons entre eux, quelquefois des rivalités, et mon Dieu, tout cela a duré jusqu'à la fin de 1940. Et puis à partir de 1942, avec l'arrivée parachuteuse de Jean Moulin, qui avait la mission de rassembler tous ces mouvements autour de De Gaulle, et de coordonner leur existence, en fait, Jean Moulin en a pris vraiment la tête, puisque c'était le dispensateur de l'argent, des postes émetteurs, etc., etc. Et comment dirais-je, la résistance a changé de caractère. Elle avait déjà commencé à le faire avec l'entrée en guerre de l'Union soviétique. Oui, bien entendu, oui, ça a changé forcément la donne. Petit à petit, il y a eu une espèce d'évolution générale, pas de la résistance, pour aboutir à une réunion qui était très célèbre le 27 mai 1943 du Conseil national de la résistance, dans lequel finalement les mouvements d'origine étaient minoritaires et dans lequel sont entrés les anciens partis politiques et leur personnel et les syndicats. Ce qui naturellement a donné à la résistance un aspect tout à fait différent et qui a été emmené par, bien entendu, les mieux organisés d'entre eux, c'est-à-dire le Parti communiste qui a créé le Front National, car ça s'appelait le Front National à l'époque, c'est une organisation communiste, où se sont engagés aussi des gens comme Georges Bidault, qui était en même temps dans le réseau combat d'Henri Freinet, et le tout animé par le Parti communiste, ce qui lui a donné une situation privilégiée à la libération, qui l'a amené aussi, bien entendu, avec des éléments plus ou moins contrôlés, à faire terreur dans tout le sud de la France. Alors, je crois que François Marin-Fleuteau souhaiterait, et nous en sommes ravis, intervenir. Oui, je voudrais simplement rappeler que au début de 44, quand le premier comité un peu national des FFI se réunit, il y a cinq personnes. Et dans ces 5 personnes, il y a 3 royalistes. Ouais. Il y a le colonel Lujonchet, Hubert de Lagarde, et le troisième va me revenir, c'est un commandant militaire. Lagarde, oui, absolument, oui. Il y a des royalistes, bien évidemment. Oui, enfin, ça seulement, plutôt... ce que je veux dire par là, c'est que cette résistance nationale du début, dont les objectifs coïncidaient, comme l'a très bien montré François-Georges Dreyfus dans son dernier article à la Nouvelle Revue Universelle peu avant sa mort, avait au fond les mêmes réactions et des programmes sensiblement identiques, avec le rejet de la Troisième République. Et par un coup du sort et une évolution que je viens de signaler très rapidement en quelques mots,
finalement, le résultat était très exactement le contraire du but poursuivi à l'origine. Ouais. Car on est revenu à la Troisième République. Ouais. Alors, je crois que dans votre livre, François-Marin Floteau, vous expliquez que les royalistes qui étaient dans la résistance cohabitaient dans les réseaux avec des gens qui n'étaient pas du tout de leurs opinions politiques. Ah, tout à fait. On a à l'intérieur de la résistance sans arrêt ces mélanges. Le plus célèbre, puisqu'on en a parlé beaucoup ces derniers temps, puisqu'il a fait un peu ses mémoires, c'est Daniel Cordier. Oui. Et à la fin, Jean Moulin le prend comme secrétaire. Alors qu'on pouvait s'attendre de Jean Moulin avoir un rejet virulent. Par contre, effectivement, Jean Moulin, c'est beaucoup plus difficilement entendu avec Bénouville, par exemple, qui était aussi des mêmes opinions, etc. On peut penser à De Guélis, qui rencontre Bloch dans la Résistance, et De Guélis a à la main un livre de Maurras. Et évidemment, le député socialiste est un peu surpris de retrouver des gens comme ça, et quand même ils vont travailler ensemble et se faire confiance, parce que ce qu'il faut imaginer dans la résistance, dans ces périodes, c'est que quand on rencontrait quelqu'un avec qui on lui confiait sa vie, hein, bien sûr, il fallait être en confiance. Hein. C'était pas dans nos époques apaisées. À l'époque, il suffisait de dénoncer quelqu'un, même simplement, quelquefois malheureusement à la police française, pour se retrouver direction les camps, et surtout dans la résistance. Donc que ça soit des gens qui se bagarraient avant-guerre ensemble, et qui se faisaient confiance du jour au lendemain. Je pense à quelqu'un d'autre au réseau, Jada Micole, c'est Fitzroy, Lamiraud, qui rencontre dans l'armée un de ses opposants, qui était un communiste qui vendait les journaux avant-guerre, alors que lui vendait l'Action française, hein, et qui vont construire le réseau ensemble. Ouais. Et ils vont se faire confiance l'un l'autre. Ouais. Donc on pourrait citer évidemment Jacques Renouvin, ça serait quand même malheureux de ne pas le citer ici. Jacques Renouvin va travailler avec les démocrates chrétiens, avec les socialistes, et va organiser dans la partie sud, dans la zone libre ou dite libre, il va organiser les premiers mouvements de contestation, non pas du pétinisme, mais des collabos. Il faut bien préciser. Il s'est attaqué principalement à toutes les succursales et mouvements collabos de la zone sud. Ouais. Alors, André Pertusigio, au fond, aujourd'hui, tant d'années plus tard, quel sentiment retirez-vous et gardez-vous de toute cette expérience extraordinaire que vous avez vécue? Eh bien, comment dirais-je, une grande déception. Une grande déception d'avoir revu renaître après la guerre, au fond, le même système et d'ailleurs le même personnel que celui qui avait entrepris cette guerre et qui l'avait perdue. Et c'est une déception que beaucoup de résistants ont eue, et notamment les résistants royalistes, qui, comme le dit très justement comment dirais-je, ont été dans tous les réseaux. Il n'y avait pas, comme il le dit très justement, des réseaux royalistes et des réseaux sociaux. Non, il y avait des gens qui côtoyaient tout le monde. Et l'expérience de Daniel Cordier est très, très intéressante, spécialement car Daniel Cordier était un homme d'Action française et qui est devenu le secrétaire et le collaborateur de Jean Moulin jusqu'à la mort de ce dernier, alors que Jean Moulin était à l'opposé en matière, n'a pas d'opinion politique, puisqu'il était un ami de Pierre Cotte, et qu'il s'entourait de communistes, et qui sont occupés beaucoup, non pas eux, de la zone nord, comme Manès, Monnier, Chambéron, etc. Donc voilà. Et tout cela est très intéressant, car le rôle des royalistes, on insistera, et je crois que ce livre est tout à fait remarquable, parce qu'il montre pas vraiment la force l'importance que ces gens-là avaient encore à cette époque. Alors qu'aujourd'hui, on gomme systématiquement dans
l'histoire officielle et caricaturale qui nous est présentée, pas chaque jour à propos de l'occupation et de la résistance, on gomme totalement ce qu'ont fait les royalistes. Écoutez, moi je trouve ça quand même extraordinaire qu'à l'antenne de Radio Courtoisie se rejoignent tout à fait dans la façon d'analyser la situation à l'époque et particulièrement celle des royalistes dans la résistance. Vous qui avez vécu cette période, qui en avez été quand même partiellement acteur, Oui. et puis quelqu'un qui, lui, a pris ce problème-là bien après et il lui a consacré un ouvrage. Je trouve ça assez émouvant de penser qu'il y a vous vous rejoignez tous les deux. Eh bien, que voulez-vous, je pense que les gens qui pensent droit pensent de la même manière, quel que soit leur âge. Mais écoutez, je crois que c'est une magnifique conclusion, à moins que vous souhaitiez ajouter quelque chose à votre intervention. Oh, je n'ajouterai que quelque chose d'anecdotique et d'assez amusant, mais qui est très révélateur. Je parlais tout à l'heure d'univers mental. Et nous avons une association des résistants du 11 novembre 1940, dont le président à l'époque s'appelait Igor de Schotten, et qui est arrivé avec les lycéens de Janson de Sailly pour déposer une gerbe en forme de croix de Lorraine à l'Arc de Triomphe ce jour-là, le 11 novembre. Et Igor était notre président, c'était en 2002, et il était décoré de la croix d'officier de la Légion d'honneur. Il y a eu une réception à la mairie du 16e arrondissement à cet effet, et le ministre des Anciens Combattants, qui était socialiste à l'époque, est venu faire une allocution pour la croix. Et dans cette allocution, il s'est écrié « Le 11 novembre 1940, les lycéens et les étudiants ont manifesté pour la démocratie et les droits de l'homme. » Voilà. Il faut bien réécrire un peu l'histoire, quand même. Ouais, oui. Eh bien, André Pertusio, un immense merci de nous avoir consacré cette demi-heure. C'est très plaisir de vous parler et d'être de nouveau avec Radio Courtoisie. Très très bien. Eh bien, Henri de Lesquen se joint à moi pour vous remercier d'avoir participé à cette émission et nous disons de toute façon à très bientôt. Je l'espère. Au revoir, André Pertusio. Bonsoir, Merci, monsieur. à bientôt. Alors, nous revenons dans le studio. Il nous reste une dizaine de minutes pour continuer à parler de ces royalistes dans la résistance. Il y a deux personnages dont j'aimerais bien que nous parlions. D'abord, Honoré d'Estiendorf, parce que quand même c'est la grande figure. Alors là, moi, je fais une différence entre les militaires qui se sont engagés. Oui, alors justement, je comptais aussi parler des militaires. Et je dirais le tout venant, le commun, pour mille et une raisons, mais qui n'est pas militaire et qui s'engage. Oui. Honoré d'Estiendorf, bien évidemment, est un militaire. Oui. Il est dans la navale à Alexandrie. Il va fuir. Hein, c'est le général de l'Armina, futur général de l'Armina, qui passe à Alexandrie et qui lui permet de rejoindre Londres. Quand il rejoint Londres, il est immédiatement, bien évidemment, il se met au service du général de Gaulle. Il va travailler avec le BECRA, avec donc le service de renseignement. Hein. Il va participer à monter un premier réseau. Et le premier réseau fonctionne qu'à moitié et du coup, il décide d'y aller lui-même. Et là, il se fait appeler Châteauvieux ou Monsieur Girard, ça dépend, il a plusieurs noms. Et pendant à peu près un mois et demi, il va traîner, traîner quand je dis traîner, c'est-à-dire il va s'agiter à Nantes, en Bretagne et même à Paris, où il va rencontrer plusieurs résistants. Plusieurs groupes d'ailleurs naissants. C'est là où on va commencer à découvrir cette chose-là. Malheureusement, son radiotélégraphiste, souvent pour transmettre à Londres, on n'avait pas le téléphone ou l'Internet, on avait besoin de radio codées ou de radio avec des longueurs d'onde différentes. Oui. Exactement, et chaque émetteur, chaque radiotélégraphiste avait une longueur d'onde. Et donc il en avait amené un avec lui. Qui était un Alsacien, mais qui était plus proche de l'Allemagne que de la France, à mon avis, qui l'a trahi. D'ailleurs, tout le réseau nantais, puisque ça se passait à Nantes, tout le réseau nantais a été arrêté en même temps que lui. Et il a été arrêté. Et D'Estiendorf est un personnage extraordinaire, parce que d'abord, il a écrit
un certain nombre de textes à ses enfants et à sa femme quand il a été arrêté en prison. Il a été en prison au Cherche-Midi, il a été torturé, il a été... Alors il faut bien saisir que c'est les débuts de la guerre. Hein. Ça se passe pas du tout pareil en 40-41, avant l'intervention en URSS. Bien sûr. Hein, après, ça va se dégrader déjà beaucoup, mais alors encore après, en 43, bien évidemment, là, ça va être une vraie catastrophe. Là, les gens seront encore beaucoup plus torturés. Enfin, Destiendorf l'a quand même été un peu. Bon, c'est un saint homme, en fait. Il prie, et tous les gens qui sont autour de lui sont inspirés par son courage et son abnégation. Et bien évidemment, il va être condamné par le tribunal de Paris, il va être condamné à mort. Mais en fait, plusieurs personnes interviennent pour essayer qu'il ne soit pas condamné, enfin qu'il ne soit pas exécuté, plus exactement. Et malheureusement, il y a l'affaire du colonel assassiné dans le métro par les communistes. Et là, on a besoin d'otages. Et on profite de la chose pour tuer Destiendorf, quoi. Fusillé au Mont-Valérien. Alors c'est le premier envoyé de la France libre, donc par le général de Gaulle, qui a été fusillé. C'est le premier fusillé officiel de la résistance gaulliste. Et c'est un royaliste, évidemment, c'est un royaliste. Ah, bien sûr, c'est une belle figure. Hein, oui, tout à fait. C'est une très belle figure. Ça. Et alors, pour continuer dans la voie des militaires, que dans son ouvrage donc Histoire de la Résistance, François-Georges Dreyfus écrit une chose qui est un paragraphe que j'ai beaucoup apprécié moi personnellement, la résistance des militaires, tel est le paragraphe, enfin telle est la partie du livre, c'est autour de l'armée, soit sous l'impulsion du général Weygand, ministre de la Défense nationale, je m'interromps pour dire pas pour longtemps parce qu'il va quitter Vichy assez rapidement pour l'Algérie, que s'organisent dès fin juin les premiers noyaux de résistance active, avec, si l'on en croit le colonel Groussard, sinon l'appui officiel, du moins le soutien officieux du général Hunsinger, qui sera ministre de la guerre après la nomination en août 1940 du général Weygand à Alger. Des officiers du 3e bureau, les colonels Duvigier et Zeller, tentent de préparer une nouvelle mobilisation, tandis qu'est créé sous le commandement du colonel Mollard un service de camouflage du matériel et que l'on envoie en Algérie tout ce que l'on peut y envoyer. Et alors on sait que le général Weygand a préparé l'armée d'Afrique, il l'a réorganisée et quand les Américains sont arrivés, ils ont trouvé, et d'ailleurs ils en ont toujours été extrêmement reconnaissants à Weygand, ils ont trouvé une armée où on avait planqué du matériel, enfin on faisait tout ce qu'on pouvait comme résistance passive en quelque sorte. Et même la bataille d'Angleterre, les Anglais pourraient remercier Weygand qui a fait le 17 juin, transmettre toutes les commandes d'aviation qu'on avait en cours avec les États-Unis, il les a fait livrer en Angleterre. Ce qui fait qu'ils ont reçu à peu près 300 à 400 avions. Assez rapidement, j'ai pas dit, oui. qui a permis quand même de résister, oui. Et de résister aussi. Mais une autre forme de résistance, bien entendu. Et une autre petite chose qu'on ignore la plupart du temps, c'est que la France était à la pointe des recherches nucléaires grâce aux Curie, évidemment. Et on avait de l'eau lourde. Ah oui, il y a la fameuse bataille de l'eau lourde. La bataille de l'eau lourde, là, c'était l'eau lourde française. Donc oui, bien sûr. Non, mais immédiatement, Weygand arrivait et il demande que cette eau lourde disparaisse de la France. Elle est cachée, elle sera cachée dans des mines au Maroc. Et c'est sous l'autorité de Weygand que ça se fait. Alors sur la cache du matériel, il y a aussi, parce qu'il faut cacher des tanks ou des choses comme ça se fait pas simplement. C'est un peu difficile, oui. Alors souvent, ce sont des grandes familles. Et des grandes familles royalistes, les De Virieux, les Choiseul-Pralin, des gens comme ça qui avaient des propriétés un peu vastes ou des endroits où ou des forêts où on pouvait cacher des choses, qui en ont caché. Il y a eu beaucoup, d'ailleurs, ce qui a été caché de l'armée française, par exemple, dans le Sud, a servi à la brigade Alsace-Lorraine. Ah ouais, par exemple.
et au maquis. Alors là, après, les militaires, il y en aurait beaucoup à citer. Là, Parce beaucoup que à citer. beaucoup étaient nobles et même royalistes pour une bonne partie. Alors, je ne parle pas dans ceux qui ont été cités, mais je citerai quand même celui qui va animer avec Végan, c'est de l'Ade de Tassigny. Bien sûr. Et alors, oui, d'ailleurs, on a dit, quand François-Georges Dreyfus s'est lancé dans cette histoire de la résistance, on lui a dit que c'était une véritable gageure, parce que c'était pour essayer de comprendre et de démêler tous les fils. On le voit bien dans ce que nous expliquait tout à l'heure André Pertugio. On voit la complexité de ce que pouvait être la résistance et ces réseaux, dispersés, ces gens qui se connaissaient ou qui ne se connaissaient pas. Enfin, tout ça a été très compliqué. Et franchement, mais il en a tiré quand même, je dirais, l'essentiel. Hein. C'est un livre absolument passionnant. Ah, oui. Bon, on parlait tout à l'heure là, avec Monsieur Pertugio, pourquoi les communistes ont récupéré. Je vais prendre un exemple simple. Le réseau dont j'ai parlé tout à l'heure de La Vérité française de Jean de Launois, c'est un réseau qui est homologué dans le réseau du Musée de l'Homme. C'est Madame Germaine Tillon qui, à la sortie de la guerre, d'ailleurs a écrit à plusieurs reprises qu'autour d'elle, elle avait des royalistes et des socialistes et des gens. Donc elle l'a toujours reconnu, elle n'a jamais changé d'opinion dessus. Et à la sortie de la guerre, elle est rentrée en relation avec ces royalistes par un autre royaliste du Tail de la Rochère, qui est aussi qui est malheureusement lui aussi mort en camp. Il faudrait faire une longue liste de ces gens. Hein. Oui, parce que malheureusement, il n'y a pas que il y a pas que des communistes ou il y a beaucoup de ces gens qui sont engagés dans la résistance qui sont morts déportés. Bien entendu, et ça, on en connaît beaucoup. À Malric de Rambuteau, je pense à des gens comme ça, ayant une mémoire pour ces gens-là. Même si la société dans laquelle nous sommes ne nous convient pas entièrement, nous sommes pas nazis déjà. C'est déjà ça. Alors, cher François Marin-Floteau, il nous reste 3-4 minutes donc pour conclure cette émission sur les sources de la résistance. Alors, les sources de la résistance, on vient de citer Charles Maurras, même si lui, bien évidemment, je ne l'assimilerai pas à des gens qui se sont engagés, mais beaucoup se sont engagés avec ses idées, en tout cas. Voilà, conduit par son sens patriotique. Son sens patriotique et surtout la vieille mémoire royaliste, parce que bien évidemment, il n'y avait pas que des maurassiens royalistes. Un certain nombre ne l'étaient pas, et ça ne les a pas empêchés de rejoindre la résistance. Moi, je pense que cette histoire de la résistance, elle illustre assez bien ce qui pourrait se passer dans l'avenir. Le jour où on sera obligé de se séparer d'un certain nombre de choses, il faudra bien s'allier avec des gens. Il faudra bien savoir tendre la main avec des gens aussi patriotes et pour d'autres raisons que les nôtres. Et à ce moment-là, se souvenir que nos anciens l'ont fait, ça peut aider à le faire. Et donc, moi, alors, pour conclure avec vous, François Marin-Floteau, d'abord, je rappellerai que vous êtes l'auteur d'un ouvrage superbe qui s'appelle « Des royalistes dans la résistance », publié aux éditions Flammarion, et que nous avons cité particulièrement l'histoire de la résistance de François-Georges Dreyfus aux éditions de Fallois. Mais je dirais que quand, effectivement, avec André Pertugio, on est retombé sur Jeanne d'Arc. On ne peut pas, en cette année, en parlant de la résistance, ne pas évoquer Jeanne d'Arc. Il est évident qu'elle est l'âme, le symbole parfait de la résistance française. Elle était plongée, elle aussi, elle était dans un village qui se trouvait justement aux marches de l'occupant. Et son village, elle a été bien obligée par moment de quitter son village. Oui. Et pourtant, elle restait fidèle au roi de France. Voilà, c'est un exemple magnifique, Jeanne d'Arc, et je crois que en cette année joannique, la résistance, elle s'inscrit dans le parcours, dans la ligne plutôt de Jeanne d'Arc que nous ne devons jamais oublier et que nous continuerons à évoquer encore jusqu'à la fin de l'année. Et puis toujours, bien entendu. Et je crois qu'il ne nous reste plus suffisamment de temps pour faire d'autres commentaires, je pense. Et d'abord, je veux remercier Lydie qui m'a assisté avec toujours son charme habituel. D'ailleurs, j'ai remarqué, Lydie, que tous les patrons d'émission que vous assistez vantent votre charme. Hein.
Ça me touche beaucoup. Ah ben, j'espère bien que ça vous touche beaucoup. Et puis, je veux remercier Claudio à la technique qui nous a donc permis de réaliser cette émission. Et donc, François Marin-Fleutot, j'espère qu'on aura le plaisir de nouveau de vous recevoir bientôt. Pas de livre en préparation, non? Mais avec plaisir. Hein, Oui. Des livres, si, mais bon, c'est un peu Oui, compliqué non, à mais on expliquer. sait que c'est toujours indiscret de poser cette question, mais enfin, bon, c'est pour la continuité. Oui, il y a des tas de choses en préparation. Nous nous en réjouissons. Mais moi, permettez-moi, de vous remercier de m'avoir accueilli. Non, mais pas du tout, vous savez Merci, tant. monsieur. Merci. On le fait toujours avec le plus grand plaisir. Donc, je rappelle que c'était la deuxième partie du journal de notre président, Henri de Lesquen, que vous retrouverez en direct lundi prochain. Il ne s'est pas échappé longtemps pour prendre un repos bien mérité, et donc vous le retrouverez lundi prochain. Donc, chers auditeurs, moi je vous dis bonnes vacances pour ceux qui partent. Je vous dis que ne vous oublions pas pour ceux qui restent, et que vous aurez donc toute une série d'émissions inédites, et en particulier celle que nous avons réalisée pour vous avec Anne Collin pour tous ces mardis matins à venir du mois d'août. Bonsoir à tous.